Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales méthodes d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet d'actualité économique. Commençons par le taux de change. Rachel Inosiwe, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principal de devises étrangères? La parité franc-congolais principale des devises étrangères à l'indicatif se présente comme suit. En dollars vaut 2844,0003 francs congolais. En euros équivaut à 3159,9937 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,8174 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 164,1619 francs congolais. Et au marché parallèle, en dollars équivaut à 2850 francs congolais, en euros vaut 2950 francs congolais et en francs CFA vaut 4 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a encore enregistré une hausse. Elle coûte 9601,75 $ contre 9241,65 $ la semaine dernière. Et le coût de la tonne du cobalt a enregistré une légère hausse. Il revient à 24 233 $ contre 24 081 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2659,92 $ contre 2594,04 $ américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 69,70 $ contre 69,75 $ américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 7 867 $ contre 7 620 $ américains la semaine dernière. Merci Rachel Inosiwe, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La RDC dispose d'un potentiel gigantesque dans le secteur des infrastructures. Ce potentiel doit être transformé en richesse. C'est pourquoi des experts de ce secteur réfléchissent souvent pour y arriver. L'un des cadres de réflexion, c'était la 2e édition du Forum des infrastructures de la RDC. On en parle avec le président du think tank RDC Stratégique que nous avions reçu la dernière fois pour parler de gouvernance dans ce secteur. Monsieur Podom Matungulu, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Ambago. Pourquoi a-t-on organisé ce forum sur les infrastructures en RDC? Notre objectif, c'est de pouvoir éclairer sur des trajectoires possibles à moyen et à long terme sur le développement économique, social de la RDC. Et notre mission est donc ici de promouvoir et de favoriser le développement des secteurs stratégiques de la RDC pour son émergence à horizon 2050. Et parmi ces axes de réflexion, nous avons donc le secteur des infrastructures qui fait partie en fait de nos axes de réflexion. Nous sommes à notre 2e édition. Nous sommes dans une démarche bien tracée. Nous avons eu un premier succès retentissant de notre première édition de la RDC Infrastructure Forum 2022 qui a été organisée sous le thème Infrastructure de transport en RDC, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. En effet, nous avons d'abord voulu démontrer que par les rôles centraux que jouent aujourd'hui les infrastructures, qui sont en fait le socle sur lequel repose le développement économique et social d'un pays. Ça, c'était avec notre première édition, parce qu'aujourd'hui, hélas, malgré notre potentiel immense, la RDC enregistre encore un retard significatif dans le développement des infrastructures. Et ces retards freinent en fait notre croissance économique et limitent ainsi notre compétitivité et entravent notre capacité à améliorer les conditions de vie de la population. Donc, il est donc aujourd'hui impératif que nous comprenions
que le développement des infrastructures structurantes n'est plus une option, mais c'est une nécessité pour notre pays. Et nous devons ici ensemble redoubler en fait des efforts pour planifier, financer, réaliser des projets qui feront entrer notre pays dans une nouvelle ère de croissance et de prospérité. Et vous faites de la consultance, on dirait? Non, c'est de la réflexion stratégique. Donc, parce qu'aujourd'hui, tous nos routes, nos ponts, nos chemins de fer, nos aéroports, nos installations électriques, hydrauliques doivent devenir des leviers de performance et de compétitivité, de moyens d'accroître notre attractivité, surtout pour les investisseurs, et faciliter l'émergence d'une économie moderne et diversifiée. C'est ce qui a justifié la seconde édition que nous avons axée sur le thème « Accélérer les rythmes de la mise en œuvre et de la réalisation de projets d'infrastructure en RDC, un impératif pour un Congo émergent ». Expliquez-nous, ça veut dire quoi le thème? Ce thème, comme je venais de le dire, nous accusons un retard. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous roulez sur la route et que vous êtes en retard, on vous demande d'accélérer. Donc, avec tout ce qui nous attend, nous devons accélérer pour rattraper ces retards. En termes aujourd'hui d'infrastructures que nous avons, il faudrait que nous puissions rattraper ces retards. Et dans les critères des pays émergents, la densité des kilomètres de route que nous avons, des chemins de fer, le nombre d'aéroports par nombre d'habitants, par kilomètre carré, sont des indices aujourd'hui qui sont utilisés en fait pour dire qu'un pays est émergent ou pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous voulons devenir ces pays émergents à l'horizon 2050, comme nous le prenons au niveau de la RDC stratégie, il faudrait que nous puissions dès maintenant accélérer les rythmes de la mise en œuvre de ce projet. Il y a des préalables, il faut des moyens pour y arriver. Il faut des moyens pour y arriver. Voilà pourquoi dans le déroulé même de ces forums, nous nous sommes attardés sur des réflexions stratégiques avec des experts qui sont venus un peu de partout. Les décideurs politiques qui étaient là présents, le bailleur de fonds, la société civile, c'était pour réfléchir en fait. Nous avons eu des panels, mais aussi des ateliers avec des thématiques sur chaque thématique liée en fait aux infrastructures que nous avons de transport tout comme énergétique. Et ce qui nous a amené à produire un document que nous avons intitulé 50 recommandations pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre et des réalisations de projets d'infrastructure. La voie à suivre. C'est comme ça que nous intitulons en fait le rapport que nous avons eu à produire après ces forums. Ce forum, c'est vous qui étiez à l'initiative ou c'est le pouvoir public qui vous a sollicité pour organiser ce forum? Non, c'est nous-mêmes qui étions à l'initiative et nous avons sollicité, nous, l'accompagnement du gouvernement. Mais vous gagnez quoi, vous, structure privée, vous gagnez quoi dans ce genre de réflexion que le gouvernement peut faire à travers ses équipes, les cabinets ministériels, les administrations? En fait, ici, c'est même le rôle du think tank. Nous gagnons rien, nous aidons plutôt les gouvernements, parce que vous savez, un think tank, c'est une asbelle. Donc, nous voulons plutôt ici accompagner les gouvernements dans les défis qui nous attendent. Vous savez, nous sommes dans une société aujourd'hui où l'anticipation s'impose en raison de deux facteurs principaux. En premier lieu, vous avez aujourd'hui ces sentiments d'accélération des changements qu'on a dans le monde, changements techniques, technologiques, économiques, sociaux, qui nécessitent ici une vision à long terme. Parce que, comme le disait Gaston Berger, plus l'on roule vite, plus les phares doivent porter loin. Et nous jouons ce rôle de ces phares qui portent loin pour permettre à ce que le gouvernement, dans ce qu'il est en train de faire, puisse aller vite par nos réflexions en fait. Et le second facteur, aujourd'hui, vous avez l'inertie aujourd'hui de structures aux changements qui sont en train d'arriver, à cette incertitude globale sur l'avenir. Et pour cela, comme on dit, plus un arbre est long à pousser, moins il faut tarder pour le planter. Et nous voulons apporter en fait cet accompagnement auprès du gouvernement pour permettre à ce que dans cette incertitude, dans cette inertie que l'on a du changement, que le gouvernement puisse faire face en fait à tous ces... Vous apportez, vous êtes comme le phare
Ouais. Alors que le gouvernement a aussi des experts qui ont certainement travaillé sur ce que vous faites. Il n'y a pas de conflit de compétences en ce moment-là? Non, il n'y a pas de conflit de compétences parce que vous savez, lorsque vous allez dans le grand pays qui s'est aujourd'hui émergent, les grandes réflexions viennent surtout aussi des structures comme des think tanks que nous sommes. C'est pourquoi on les appelle des laboratoires d'idées. Ces experts dont vous parlez du gouvernement, la plupart, ils viennent d'où? C'est des structures comme les nôtres. Alors, Monsieur Matungulu, quels sont les principaux thèmes qui ont été développés durant ce forum? Alors, nous avons eu plusieurs thématiques qui ont été développées lors de ce forum. Et je vais vous parler un peu, par exemple, nous avons parlé sur aujourd'hui les thématiques qui touchent entre autres sur la réforme, par exemple, des entreprises publiques. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Déjà, on se demandera pourquoi parler de la réforme des entreprises publiques dans un forum qui parle des infrastructures. Aujourd'hui, il faudrait noter une chose, c'est que nous avons pu ressortir une corrélation entre les états des infrastructures aujourd'hui et l'état de ces entreprises publiques. Lorsque ces entreprises publiques du portefeuille de l'État étaient en bonne santé, je vous dis que même les états des infrastructures étaient en fait de bonne qualité. Parmi les entreprises qui sont dites des entreprises du portefeuille de l'État, vous allez vous rendre compte d'une chose, que ces entreprises ont un patrimoine important d'infrastructures. On parle de Onatra, SNCC, on parle de RVA, Onatra, SNCC. Ils sont impliqués. On a en fait à peu près 13 grosses entreprises majeures qui en fait interviennent dans le secteur des infrastructures. Mais déjà, il y a une chose que j'aimerais relever ici. Nous avons essayé de faire un bilan de la réforme des entreprises publiques. Par le COPIREP. Qui a été piloté par les COPIREP. Et disons de cette réflexion, il y a des recommandations qu'on a eu à faire. Déjà, un diagnostic qui nous montre que cette réforme a échoué. Initiée par la Banque mondiale pourtant? Peu importe, initiée par la Banque mondiale ou pas, mais c'est une réforme qui a échoué. Pourquoi cette réforme a échoué? Déjà, en fait, c'est parce que on n'a pas finalisé en fait la réforme. Parce que la réforme portait sur 2 piliers majeurs. Vous avez le premier pilier qui était la transformation en fait de ces entreprises, qui impliquait un changement de la forme juridique vers des sociétés aujourd'hui commerciales, établissements publics ou services publics en fonction en fait de leurs activités. Cette transition a été effectuée en vertu de la loi spécifique telle que la loi 08/07 du 7 juillet 2008. Alors, les entreprises commerciales en fait après cette transformation qui sont aujourd'hui considérées comme des entreprises du portefeuille de l'État. Mais la deuxième phase après cette transformation, donc la partie juridique a eu lieu, c'était en fait la restructuration de ces entreprises. C'était en fait l'étape finale qui est en fait une opération technique. Et cette opération technique consistait surtout à changer le mode d'organisation, le mode de fonctionnement, de gouvernance, le modèle économique surtout de ces entreprises afin de pouvoir restaurer la viabilité économique et financière et d'améliorer la qualité surtout des services de ces entreprises et les rendre compétitifs. C'est pas le cas. La deuxième partie de cette restructuration n'a jamais eu lieu. Donc on a insisté juste à un changement des textes, mais après la restructuration elle-même s'est arrêtée en cours de route. Il fallait changer quoi? L'organigramme? Non, aujourd'hui il fallait avoir une stratégie claire et nette sur déjà le mode d'organisation de fonctionnement et puis le modèle économique qu'il fallait mettre en place, parce que dans toutes ces entreprises, l'idée était de pouvoir faire appel au secteur privé, mais vous allez vous rendre compte que aujourd'hui l'État est resté le seul actionnaire unique. Mais on a vu plus tôt au début, il y avait eu une sorte de joint venture avec des sociétés espagnoles, françaises qui sont venues à l'appui. Pourquoi ça n'a pas marché? Oui, en fait, il y avait 2 phases qui ont été retenues. La première phase, c'était la stabilisation et le redressement des activités et la restructuration en profondeur qui était la deuxième phase. C'est ainsi, vous avez par exemple des programmes de stabilisation et de redressement qui ont été mis en œuvre dans certaines entreprises avec une assistance technique en gestion
apportés par des opérateurs privés. Par exemple, de ces programmes du gouvernement a sollicité l'appui de certains partenaires, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour mettre en place des projets sectoriels d'appui à la réforme. Nous avons le cas, par exemple, du projet de transport multimodal qui a été financé par la Banque mondiale et appuyé par la SNCC. Les projets prioritaires de sécurité aérienne, PPPSA, financés par la BAD, qui a appuyé aussi la RVA. Donc, il y a eu en fait tous ces programmes, mais qui n'ont pas en fait marché parce que aujourd'hui, ces entreprises sont, pour la plupart, ne sont pas compétitifs. Et c'est pourquoi nous avons relevé, entre autres, dans ce qui doit être fait, surtout dans les cas de ces entreprises. Mais avant de donner ces pistes de solutions, mais pourquoi est-ce que les privés n'ont pas pu obtenir des parts dans le capital de ces entreprises transformées en sociétés commerciales? Alors, vous avez la plupart de ces entreprises aujourd'hui ont des passifs très importants et ces passifs effrayent en fait le privé. Et vous avez le mode de gouvernance aujourd'hui de nos entreprises. Ça pose aussi un problème. Vous savez, on a pu adopter aujourd'hui des entreprises avec conseil d'administration, direction générale, alors qu'à l'époque, on avait un PDG. Et vous allez voir que la gouvernance actuelle pose problème. Si pas la majorité de ces entreprises, vous avez un conflit entre le PCA et les DG. Vous avez les DGA qui est juste un titre sans contenu. C'est un problème. Et déjà, lorsque la gouvernance pose problème, on ne sait pas avancer. Et les modalités de choix, en fait, de ces animateurs, en fait, posent aussi problème. Lorsque la nomination de mandataires sont très politisées, ça effraie aussi les investisseurs. Ils ne viendront jamais mettre de l'argent dans une entreprise où ils sentent qu'il y a une forte pression politique. Il faudrait qu'aujourd'hui, c'est parmi les recommandations que nous avons à faire, améliorer en fait les modalités de choix des animateurs de ces entreprises. Par exemple, nous avons demandé à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse de maintenant essayer de voir la deuxième phase sur la restructuration de ces entreprises, qu'on arrive véritablement à avancer avec cette restructuration. Deuxièmement, sur les critères en fait de choix du mandataire public, qu'on puisse dépolitiser un peu, la nomination des mandataires publics, parce que vous mettez aujourd'hui des PCA qui ont des postes plus politiques. Le monsieur, quand il arrive, il va chercher plus de moyens pour comment il va se représenter dans les prochaines élections. Il y a une gérance au niveau de la gestion, parce qu'un PCA n'est pas là pour gérer l'entreprise. Il y a la direction générale. On va dépolitiser comment ? Alors, c'est pourquoi nous disons qu'il faudrait aujourd'hui mettre l'accent sur la compétence, sur la qualité managériale, sur le cursus. Le profil doit être compatible aux entreprises du secteur, en instaurant surtout une charte d'intégrité, la méritocratie. On privilégie les fils maison. C'est pas cette politique des fils maison, c'est pas ce qui va apporter en fait le changement. C'est plutôt ici, moi je dirais, mais faites comme ça s'est fait dans le privé, des concours. Vous prenez des vrais cabinets qui sont spécialisés dans cela et vous faites des recrutements sur concours. Et avec des mandats bien définis, et vous verrez comment les choses vont se faire. Mais déjà, je pense que nous avons eu un entretien avec le ministre du portefeuille lorsque nous sommes passés pour lui présenter les conclusions en fait de ça, et je pense qu'il est sur une bonne voie. Et il a fait une proposition au Conseil des ministres en rapport avec les critères de nomination. Oui, je pense qu'il nous a quand même fait part de ce qu'il est en train d'initier, des réformes qu'il apporte. Je pense qu'on peut s'attendre à des bons résultats déjà sur ce qui est dans les pipes. Et nous avons aussi demandé à ce qu'on puisse définir une politique actionnariale de l'État en l'appuyant par la mise en place d'une agence nationale dédiée à une gestion stratégique de ses participations. Parce qu'à la suite de conclusions aujourd'hui alarmantes des divers rapports d'études qui relèvent une gestion désastreuse. On devait parler de l'électricité également, 10 ans après la libéralisation. C'est l'une des thématiques
qui a été abordé aussi. Alors, 10 ans après, c'est lié un peu aussi à ce que nous étions en train de relever en termes de réforme des entreprises publiques, qui est une étape clé pour ouvrir les marchés à la concurrence et surtout permettre aux consommateurs de choisir leurs fournisseurs. Cependant, les retards dans ces réformes, en fait, d'entreprises du portefeuille, notamment avec la SNEL, ici, entravent la pleine mise en œuvre de la loi sur la libéralisation de l'électricité. Il est donc impératif ici de poursuivre et d'accélérer la réforme des entreprises du portefeuille, en particulier la SNEL, afin de garantir cette transition réussie vers un marché d'électricité qui sera donc libéralisé. Parce que aujourd'hui, vous allez voir, il y a la loi sur l'électricité qui a été promulguée, mais les décrets d'application sont venus 6 ans après. On a mis en place l'ARE, l'agence de régulation de l'électricité. L'agence de régulation, l'ANSER, mais les décrets, même la nomination de différents animateurs, c'est fait un peu plus tard. Et voir en plus avec tout ce qui est arrivé avec le secteur de l'électricité, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, que c'est un secteur porteur de croissance et qui joue un rôle important dans ce qui doit se faire. Et nous avons, pour cela, fait quelques recommandations concernant le secteur de l'électricité. Premièrement, il faudrait qu'on puisse finaliser l'élaboration et l'adoption de la politique nationale de l'énergie et le document des stratégies de développement du secteur dans les 26 provinces et au niveau national afin de garantir l'ouverture du marché du secteur de l'électricité. Mais aussi, il faudrait qu'on puisse doter la RDC d'un plan directeur national sur les sources énergétiques et d'un schéma directeur de gestion des ressources énergétiques afin de renforcer la planification du secteur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des ressources énergétiques naturelles abondantes. Mais il faut maintenant savoir comment on le planifie. Cela va nous permettre à ce qu'on puisse intégrer, parce que dans cette loi qui a été la loi sur la libéralisation de l'électricité, vous allez voir que dans cette loi, on n'a pas pris en compte aujourd'hui les aspects sur l'énergie renouvelable, qui est venu un peu plus tard, quoi. Et comment attirer justement plusieurs investisseurs dans ce secteur ? Parce que finalement, on a l'impression qu'il y a encore ce quasi-monopole de la SNEL avec le contrôle d'Inga, le contrôle de plusieurs barrages à travers le pays. Alors, vous savez, les secteurs de l'électricité aujourd'hui, c'est parmi, lorsque vous regardez tout ce qui s'est fait dans le monde, vous avez plus de partenariats public-privé qui se font en fait dans le secteur de l'électricité parce qu'elle est rentable. Et je pense aujourd'hui, il y a déjà de bons signaux qui se font aujourd'hui avec cette loi. Ça, on doit quand même l'admettre qu'il y a quand même une amélioration. Mais c'est plus du côté incitatif en termes de l'amélioration du climat des affaires. Ces entreprises qui viennent, comment est-ce que la fiscalité du pays, tout ça, c'est des éléments qui entrent en compte. Parce qu'ici, on ne va pas prendre les choses de manière isolée, mais il faudrait plutôt le prendre de manière globale. Ces investisseurs qui viennent, certes, ils se diront, on vient dans les secteurs énergétiques, mais c'est le contexte global en fait qui compte, parce que le baromètre aujourd'hui sur le climat des affaires nous donne un score de 37%. C'est très peu. C'est très peu. Et la cellule du climat des affaires de la présidence l'a présenté, c'est 37%. Et là, vous avez des problèmes de fiscalité, des problèmes d'infrastructure. Aujourd'hui, vous avez tous les problèmes qui viennent avec juridique, tout cela. C'est des éléments qu'il faut essayer de prendre en compte. Nous avons touché aussi le problème surtout des financements maintenant de toutes ces infrastructures. Alors, comment ça se passe, le financement des infrastructures? C'est là, en fait, le nerf de la guerre. Ouais. Comment on fait? On a planifié. Comment on fait pour financer? Alors, il y a plusieurs pistes aujourd'hui de financement que nous pouvons avoir. Nous nous sommes appesantis, entre autres, sur ce qu'on appelle aujourd'hui des financements innovants auxquels la RDC peut avoir accès. Et là, un des éléments importants que nous avons relevé en termes de recommandations, il faudrait d'abord mettre des moyens suffisants pour la préparation des projets. Qui met ces moyens? Non, c'est l'État.
Et nous donnons des pistes aujourd'hui de comment on peut mettre en place un fonds de préparation de projets afin de disposer des projets matures. Parce que le plus grand problème, ça, M. Eric Ambago, on n'a pas de projets. Comment vous expliquez ça? Oui, on n'a pas de projets, on a plutôt des titres de projets. C'est quoi la différence? Parce qu'un projet, aujourd'hui, il faut maîtriser les coûts de ces projets. Ça doit être des projets bancables qui ont des études techniques, financières, des études économiques et environnementales. Mais le plus grand problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de projets. Nous avons juste des titres de projets sans études, en fait. C'est pourquoi il faudrait qu'il y ait une stratégie pour permettre à ce que l'on puisse avoir un fonds qui permet à ce qu'on puisse préparer un projet. Dans la préparation de projet, vous avez les études, vous avez la formation, vous avez aujourd'hui aussi des moyens pour faire appel à ce qu'on appelle des conseils en transaction pour vous aider de pouvoir finaliser en fait vos études. Et ça, c'est un élément important parce que si on ne maîtrise pas les coûts, dans la plupart des cas, c'est le partenaire qui vient réaliser les études à notre place. Et quand ils viennent réaliser les études, ce sont eux qui ont la maîtrise du coût. Et ils mettent les chiffres. Alors, nous avons ici demandé à ce qu'on puisse faire recours aux mécanismes de financement innovants. Pour rappel, les besoins d'investissement nécessaires pour doter les pays d'infrastructures de transport. Ça, je suis dans le secteur des transports viables. Pour un développement durable, sont estimés aujourd'hui à 50 milliards. Pour ça, il faut au moins soit mettre 5 milliards par an, sans interruption, pendant 10 ans, ou si on numérait, on peut mettre 10 milliards sur 5 ans. Ces besoins financiers représente donc ici un défi parce que l'État ne saura pas déjà qu'avec le budget que nous avons, on ne pourra pas couvrir. Il n'y a pas que le besoin au niveau des infrastructures. Pour cela, il faut faire donc recours au secteur privé, local tout comme international, par des partenariats publics-privés. L'avantage des PPP, ici, c'est quoi? C'est que le gouvernement va se concentrer sur des secteurs où le privé ne pourra pas venir. Le peu de moyens qu'il a, il le met dans des secteurs qui ne sont pas rentables. Et les secteurs rentables, on les laisse entre les mains des privés avec qui on fait des partenariats gagnant-gagnant. Un exemple. Par exemple, vous avez la mise en concession d'un port, la mise en concession d'une route où vous avez des trafics. Mais vous allez voir, ça sera difficile, par exemple, pour un privé de venir mettre l'argent pour construire une école ou bien un hôpital. Ça reste plutôt le domaine de l'État. Alors, vous avez aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on appelle la titrisation avec la mise en contribution d'un véhicule spécial qu'on appelle les fonds souverains, qui permet aujourd'hui de convertir en cash des actifs qui sont certainement des biens fonciers ou tout comme des matières premières que nous avons avec la titrisation. La mise en place aujourd'hui de fonds de pension et l'encadrement même de fonds de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, les estimations, on a à peu près 8 millions de personnes de diaspora congolaise. Et ces gens font des transferts par Western Union, ça peut être des transferts par MoneyGram, et ces transferts représentent des montants très importants qu'on peut bien canaliser. Mais un élément important, c'est ce qui s'est fait, et surtout avec les différents pays qui ont des ressources, c'est ce qu'on appelle les recours aux ressources naturelles comme levier de financement des infrastructures. Et la RDC aujourd'hui a cette capacité de par ses ressources. C'est pourquoi, avec par exemple le programme Congolais, ça c'est un élément important qu'on peut multiplier en fait ces exemples. Avec d'autres partenaires aussi. Avec d'autres partenaires. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous savez, aujourd'hui, les réserves, par exemple, je prends juste de cuivre de la RDC, qui sont estimées à 120 millions de tonnes, ce qui représente à peu près 1200 milliards en fait de dollars américains. Ça, c'est juste les réserves que nous avons. On parle de 7 milliards avec le Congolais. Mais les 7 milliards, quand je regarde par rapport à cette réserve, cela ne représente que 0,58%. J'aimerais dire que c'est une goutte d'eau par rapport au potentiel qu'a la RDC. C'est pour dire que ce type de partenariats peuvent être multipliés. Et même encore dans le cadre de ces partenariats, vous allez voir qu'avec les réserves qui sont reprises dans les contrats, 7 milliards, c'est rien. Parce que dans le cas de ces contrats, les réserves sont estimées à peu près 10 millions de tonnes de cuivre et 626 000 tonnes de cobalt. Et quand on essaie d'estimer le coût de $10 000 la tonne de cuivre, $28 000 la tonne pour le cobalt, ces contrats représentent à peu près 106 milliards pour le cuivre
et 17 milliards pour le cobalt. Et notons qu'en 2022, le coût de la tonne de cobalt a atteint les $80,000. C'est pour nous dire ici que c'est une manne. Vous savez, lorsqu'on canalise bien toutes ces ressources, on n'a pas besoin d'aller chercher l'argent pour nos infrastructures. Donc il ne faut pas aussi accorder un monopole à une partie. Il faudrait, disons, multiplier les partenariats pour que la RDC puisse gagner et surtout que les réserves soient certifiées parce que les réserves ne sont pas certifiées aujourd'hui. Voilà. En fait, il faut d'abord, avoir la connaissance de nos réserves. C'est les autres qui viennent nous dire ce que nous avons. Deuxièmement, quantifier ces réserves, savoir c'est quoi qu'on a comme réserve. Et troisièmement, certifier pour leur donner une certaine valeur. Vous savez, la RDC, c'est un pays connecteur. Ça doit être un pays connecteur, de par l'histoire même. Lorsque vous consultez l'histoire, c'était un peu un pays où toutes les grandes puissances venaient en fait se servir. Et ça, c'est le rôle on peut jouer, le rôle connecteur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de courir derrière ces matières premières stratégiques. Et nous devons créer des partenariats, des CEJA avec tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, et on met en place des partenariats gagnant-gagnant. Mais le revers de la médaille par rapport à ce type de financement, c'est lorsqu'il y a des yo-yo sur le cours des matières premières. Vous avez tablé sur, mettons, 10 000 dollars la tonne du cuivre, et au bout de quelques mois, chute 5 000 dollars, on va devoir revoir les calculs. Oui, en fait, c'est tout ça. Parce qu'aujourd'hui, dans ce type de projet, on fait toujours ce qu'on appelle la gestion des risques. Cela doit être très pris en compte. Et c'est pourquoi il faudrait avoir plutôt une vision à long terme, faire de la prospective pour savoir comment est-ce qu'on anticipe tout cela. Parce qu'il n'y a pas que un problème, le cours des matières premières peuvent baisser, tout comme ça peut aussi aller augmenter. Et quand ça augmente, aujourd'hui par exemple dans le cadre du code minier, il y a eu l'évolution du régime fiscal dans le nouveau code minier qui aujourd'hui soumet les pays à ce qu'on appelle l'impôt spécial sur le profit excédentaire, l'ISP. Et dans l'article 251 du nouveau code minier, souligne qu'il faudrait que ces bénéfices, lorsque le cours des matières premières ou des commodités connaissent un accroissement exceptionnel supérieur à 25% par rapport à ce repris dans l'étude de faisabilité bancable du projet, l'État doit se partager le bénéfice avec les privés. Donc ce sont des éléments qu'il faut voir. Et c'est pourquoi on opte ici pour une forme de diversité. Parce que, M. Rikambago, la technologie telle qu'elle évolue aujourd'hui, demain, si on découvre un autre minerai qui est le cobalt, c'est fini. Notre cobalt, on ne l'utilise plus. C'est pourquoi il faut, dans notre stratégie, profiter de ces moments. C'est maintenant qu'il faut avoir des partenariats qui permettent à ce que l'État puisse tirer la dividende en fait de tous ces partenariats qu'il met dans le secteur minier. Et selon l'OCDE, l'État doit au moins tirer les 2 tiers de tout ce qu'il y a comme bénéfice dans ces partenariats. Vous pouvez donner combien d'années au gouvernement? Je l'ai dit dans mon introduction qu'on est en train de vivre dans un monde incertain, où il y a plusieurs incertitudes. Et pour cela, il faut faire des études prospectives. Regardez tout ce qui a été projeté en termes de production de batteries électriques, des véhicules électriques est en baisse. Donc, cette projection doit être revue. Et ça, il faut qu'il y ait une intelligence stratégique derrière pour essayer de voir qu'est-ce qui doit être fait. Et surtout, comme on l'a dit, pour mieux valoriser cela, nous ne devons pas être un pays qui exporte seulement, mais avoir en fait développé les chaînes de valeur sur place. Transformer sur place, oui. Ça vous permet de pouvoir tirer profit de cette valeur ajoutée et de gagner plus. Parce que lorsque on l'appelle la courbe du sourire, vous allez voir que c'est plutôt lorsque vous concentrez vos activités au niveau de la recherche et le développement que vous faites plus de profit. Et lorsque vous le concentrez sur des produits finis, toujours dans cette niche des matières premières, nous avons demandé à ce que l'on puisse recourir aussi aux revenus infranationaux comme levier pour le financement de partenariats publics-privés, des routes provinciales et des dessertes agricoles. Parce que les nouveaux codes miniers révisés en mars 2018 a introduit les revenus infranationaux, obligeant en fait les entreprises minières à allouer au moins 0,3% de leur chiffre d'affaires au développement des populations locales dans les cas des ETD, représentatifs des provinces minières, entre autres le Haut-Katanga, le Lualaba. Alors,
Cette nouvelle mesure peut être utilisée comme un levier pour le financement, surtout de partenariats publics-privés dans le cas des routes provinciales et des dessertes agricoles. Parce que ces routes, souvent le privé n'y vont pas parce qu'il n'y a pas assez de trafic, c'est pas rentable. Mais l'État peut, lui, avec ce type de financement, le faire. Les calculs basés sur le chiffre d'affaires des 12 entreprises qui opèrent dans ces ETD indiquent que le montant dû aux communautés s'élève environ à 56 millions sur la période de 2018 à 2022. Je rappelle que notre invité, c'est Monsieur Bodom Matungulu. Il est le président du think tank RDC Stratégie. Monsieur Matungulu, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Rachel Inosiwe. Au marché, les prix de quelques produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur. À l'exemple d'un sac de cossettes de manioc qui est vendu à ce jour de 130 à 180 000 francs congolais. Le sac de braise qui se vendait à 74 000 la semaine passée se vend cette semaine à 76 voire 77 000 francs congolais. Le tas se vend à partir de 2 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg qui se négocie à partir de 73 000 francs congolais. La mesurette varie entre 2 000 à 2 500 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kg se négocie à partir de 46 voire 67 000 francs congolais selon la marque. La mesurette coûte 4 000 francs congolais et la mesurette de sel se négocie à partir de 1 000 francs congolais. Une mesurette d'haricots se vend à 2 700 francs congolais. Un tas de tomates fruits se vend à partir de 500 francs congolais. Une botte d'amarante se négocie à partir de 1 500 francs congolais. Celle des épinards, 1 000 francs. Celle d'oseille, 1 000 francs. Et celle de feuilles de manioc se vend à partir de 3 000 francs congolais. Une chikwang bateke revient toujours à 1 000 francs, 1 500 voire 2 000 francs congolais. Un tas de bananes plantain se vend à partir de 3 000 francs congolais. Celui des patates douces à 2 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 17 000 francs congolais. Celui d'huile végétale se vend à partir de 26, 28 voire 30 000 francs congolais. Et les prix des produits surgelés n'ont pas aussi bougé. À l'exemple d'un kilo de chanchard 20+, qui coûtait 10 000 francs congolais, cette semaine se vend toujours à 10 000 francs congolais. Celui des gésiers à 8 000 francs congolais. Celui de Cotis, 15 000 francs congolais. Le poulet sans emballage, appelé communément poulet nu, se vend à 10 000, 16 000, voire 17 000 selon le poids. Un kilo de poisson salé se vend à partir de 22 500, 23 000 ou 24 000 francs congolais. Un plateau d'œufs est vendu à 18 000 francs congolais. Un œuf coûte 800 francs congolais. Merci Rachel Inosiwe. On vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, Monsieur Matungulu, quelques questions avant de nous séparer. Accord Chine-RDC, c'est un accord gagnant-gagnant d'après vous? Infrastructure et mines, c'est gagnant-gagnant? Oui, pour le moment, je pense que ça, nous le disons très clair dans dans ce que nous avons présenté comme recommandation. C'est pour le moment, c'est un accord qui demande encore à ce que l'on puisse optimiser certains aspects. Quoi par exemple? Les aspects liés à la sous-traitance, les aspects aujourd'hui liés à ce que nous avons relevé sur l'évolution fiscale contenue dans le nouveau code minier avec l'impôt spécial sur le profit excédentaire. Ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire il faudrait que l'on puisse intégrer que lorsque le cours de matières premières augmente, que nous puissions avoir cette répartition comme déjà le prévoit la loi. Et surtout, arriver à bien gérer la dette. Donc, c'est quand même des éléments qu'on doit intégrer. Mais déjà, je crois que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts avec le 5e avenant qui a été signé. Donc, vous savez, il n'y a toujours pas d'accords parfaits, mais on va étape par étape. Think Tank RDC Stratégie, vous êtes financé par qui? Alors, comme je disais, c'est une ASBEL. Nous sommes financés par des bienfaiteurs. Ça peut être aussi M. Rick Ambago. Et aussi la contribution des membres. Mais surtout, lorsque nous organisons des activités, nous avons plus des entreprises qui nous apportent leur petite contribution. Et qui est derrière vous? Pourquoi pas qui est devant moi?
derrière... Qui est votre parapluie? Non, on n'a pas de parapluie, on est là, on est tout seul. Je rappelle que notre invité, c'était M. Bodom Matougoulou, le président du think tank. Merci M. Matougoulou d'être disponible pour répondre à cette série d'émissions sur les infrastructures en RDC. Merci beaucoup M. Eric Ambago, c'est avec grand plaisir. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pourrez suivre cette émission sur notre page Facebook, émission Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt.